Bonjour, nous nous retrouvons aujourd'hui pour présenter un second webinaire sur le marché des changes qui se proposera essentiellement de décortiquer la notion de PIP. Le webinaire que nous allons présenter est réalisé par Trader Forex et sponsorisé par le courtier AvaFX. Avant de débuter ce webinaire, je vais me présenter une nouvelle fois. Je m'appelle David Furcage, je suis analyste technique professionnel diplômé et vice-président de la FAT. J'enseigne l'analyse technique à l'Université de Paris Dauphine. Avant de débuter cette session, nous allons, je dirais comme à l'habitude, commencer par aborder le plan. Alors, dans un premier temps, nous allons définir la notion de PIP, ce qui est extrêmement important pour calculer son espérance de gain en euros ou en dollars, au même titre que son risque de perte. Nous expliciterons dans un second temps ce qu'est la devise de base et la cotation à l'incertain. Dans un troisième temps, nous présenterons quelques modèles économiques de base d'évaluation du taux de change, sans pour entrer dans des considérations de type universitaire. On restera sur des choses très simples. Dans un quatrième temps, nous montrerons à l'aide de graphiques que les paires de devises évoluent parfois de manière coordonnée ou complètement dissymétrique. Et c'est une notion qui aura de l'importance pour les webinaires suivants, lorsqu'on planifiera des trades. Et enfin, nous conclurons sur le webinaire. Alors, je vais commencer par définir ce qu'est un PIP. Le mot PIP est un diminutif de Price Interest Point qui désigne la plus petite unité de cotation d'une paire. En réalité, pour la plupart des paires de devises, il s'agit de la 4e décimale après la virgule. Alors, on va observer un exemple. Si la cotation de l'euro-dollar passe de 1,3800 à 1,3809, la paire a alors progressé de 9 pips, soit la différence entre 1,3809 et 1,38. Alors, une petite remarque additionnelle à ce stade. Vous avez tous pu remarquer que à chaque devise correspond 3 lettres, par exemple EUR pour euro ou USD pour le dollar américain. Eh bien, sachez que la norme ISO 4217 définit des codes en 3 lettres pour chaque devise et à quelques exceptions près, eh bien, les deux premières lettres désignent le pays et la troisième lettre correspond à la première lettre du nom de la devise. Et donc, pour le dollar américain, eh bien, ça nous donne USD. Le U et le S correspondent à United States, alors que la troisième lettre, le D, correspond au nom de la devise. Idem pour CAD et le Canadian Dollar. CA, ici, correspond au mot Canada, alors que la dernière lettre, le D, correspond au nom de la devise, le dollar. Enfin, pour JPY, eh bien JP correspond à Japan, alors que la troisième lettre correspond au nom de la devise, à savoir le yen. Alors maintenant, ce qui est très important, c'est de calculer la valeur d'un PIP en capital, pour bien évidemment calculer en capital son espérance de gain ou son risque de perte, ce qui est extrêmement important avant d'initier une position. Alors un préalable, c'est que sur le Forex, il est en général possible d'acheter et de vendre des lots. La taille standard d'un lot est par exemple de 100 000 euros, mais bien évidemment, on peut modifier ce montant auprès de son broker et programmer des lots de 10 000 euros ou de 1 000 euros ou toute autre taille de lot. Alors à présent, nous allons déterminer la manière de calculer un PIP. Alors pour calculer un PIP, on utilise la formule que je présente ici, dans laquelle la valeur d'un PIP en dollars ou en euros, représentée par XXX, dépend de la taille du lot et des PIP, à savoir l'incrément minimal de la paire de devises considérée. Donc il s'agit de 0,0001 si l'on s'intéresse à, par exemple, l'euro-dollar, ou de 0,01 s'il s'agit d'une paire de devises dans laquelle il y a le yen.
Alors à présent, nous allons illustrer la formule que j'ai présentée plus haut par deux cas concrets. Le premier présente ce qui se passe avec l'euro-dollar. Pour l'euro-dollar, dpip est égal à 0,0001. Si par hypothèse, la cotation de l'euro-dollar prend la valeur 1,38, eh bien l'on obtient la chose suivante. La valeur d'un pip en dollars est égale à 100 000, la taille du lot par hypothèse, multiplié par dpip, à savoir 0,0001, est égal à 10 dollars. Donc une variation de l'euro-dollar de 1 pip implique une variation de plus ou moins 10 dollars sur votre compte. Si l'on cherche à présent à établir une correspondance entre cette variation en dollars et une variation en euros, eh bien on prend la variation en dollars que l'on divise par le taux de change de l'euro-dollar, que j'ai pris par hypothèse à 1,38, et l'on obtient 7,24 euros. Donc, une variation de 1 pips de l'euro-dollar implique une variation sur votre compte de plus ou moins 10 dollars ou plus ou moins 7,24 euros, selon le fait que vous êtes gagnant ou perdant. Alors, l'exemple 2 relate ce qu'il se passe sur le dollar contre le yen. Pour le dollar contre le yen, dpip est égal à 0,01. Et si par hypothèse, la cotation du dollar contre le yen est égale à 83,30, eh bien l'on obtient la chose suivante. La valeur d'un pip en yen est égale à 100 000, la taille du lot, multiplié par dpip qui vaut 0,01, et l'on obtient 1000 yens. Une variation de 1 pips du dollar contre le yen implique une variation de plus ou moins 1000 yens sur votre compte. À nouveau, si l'on cherche à établir la correspondance de cette variation en yens en dollars, eh bien, on prend 1000, que l'on divise par le taux de change qui vaut par hypothèse 83,30, et l'on obtient 12 dollars. In fine, une variation de 1 pips pour le dollar yen implique une variation de plus ou moins 1000 yens sur votre compte, ou plus ou moins 12 dollars US. Bien évidemment, la plupart du temps, l'on n'a pas besoin de calculer à la main la valeur d'un pip en dollars ou en euros, puisque les plateformes des brokers fournissent des calculateurs de pips. Mais il était intéressant d'évaluer numériquement la manière dont ces calculateurs de pips fonctionnent, et il est toujours intéressant de savoir ce qui se cache derrière certaines boîtes noires plutôt que d'utiliser les choses sans savoir. Alors ces calculs ne sont pas anodins puisqu'ils permettent d'initier et de gérer une position, puisqu'avant d'initier une position, on calcule son espérance de gain et son risque de perte qui sont tous les deux, en général, sur le Forex en pips. Et sur son compte, on ne gagne pas ou on ne perd pas des pips, mais on gagne ou on perd des dollars ou des euros. Donc il faut bien évidemment s'intéresser à la correspondance d'une perte ou d'un gain en pips en euros ou en dollars. Alors nous allons à présent illustrer ce qui vient d'être dit par un cas pratique. Alors soit une stratégie quelconque avec 1 euro-dollar est égal à 1,38, une espérance de gain de 50 pips, on a ici un objectif à 1,3850, un stop loss à 1,3775, soit un risque de perte de 25 pips, et une taille de lot de 100 000. Alors, si l'opération est gagnante et que l'on atteint notre objectif à 1,3850, eh bien le gain en dollars sera de 100 000, la taille du lot, multiplié par l'incrément minimal, multiplié par 50 pips, à savoir ce que l'on a gagné, et l'on obtient 500 dollars américains. Si l'on cherche à présent à savoir ce que représente ce gain en euros, eh bien on prend 500 que l'on divise par le taux de change et on obtient 362 euros. Donc dans ce cas, si l'on a acheté de l'euro-dollar à 1,38, que l'on a atteint notre objectif à 1,3850, nous avons gagné 50 pips, ce qui correspond à une variation, donc à une plus-value sur notre compte de 500 dollars ou de 362 euros. Si en revanche l'opération est perdante et que l'on a été stoppé, eh bien la perte en dollars
est égale à 100 000, la taille du lot pardon, multiplié par l'incrément minimal, multiplié par la perte en pips, soit 25, et l'on obtient 250 $. Ces 250 $ correspondent à une perte de 181 €. Donc si l'opération a été perdante, que l'on a acheté à 1,38 et que l'on est stoppé à 1,3775, eh bien l'on a perdu 250 $ ou 181 €. Alors nous allons expliciter à présent ce que signifie cotation à l'incertain et devise de base. Quelle que soit la paire de devises, on observe une partie à gauche, une partie à droite, séparées par un slash. La partie gauche s'appelle la devise de base. Pourquoi? Elle est cotée au certain et son cours prend par défaut la valeur 1. Tandis que la partie droite est la devise secondaire. Elle est quant à elle cotée à l'incertain et son cours adopte différentes valeurs selon le taux de change et les évolutions du marché. Prenons un exemple, celui où l'euro-dollar vaut 1,38. Eh bien, si l'euro-dollar vaut 1,38, 1 euro permet d'obtenir 1,38 $. Si à présent l'euro-dollar passe à 1,3850, eh bien 1 euro permet d'obtenir davantage de dollars et donc le dollar se déprécie contre l'euro. Quoi qu'il en soit, dans cet exemple, l'euro est la devise de base et prend la valeur 1, tandis que le dollar est la devise secondaire qui est cotée à l'incertain et elle prend la valeur 1,38. Alors, pour information, si l'euro-dollar cote 1,40003, alors que le dollar contre le franc suisse cote 0,9572, eh bien, on peut calculer l'euro-franc suisse, de la manière suivante. Eh bien, on prend la cotation de l'euro-dollar, que l'on multiplie à la cotation du dollar contre le franc suisse, et l'on obtient 1,3404. Donc on peut reconstituer le cours de l'euro-franc suisse à partir du cours de l'euro-dollar et du cours du dollar contre le franc suisse. Alors, compte tenu du fait que ce webinaire a encore pour vocation de présenter des éléments de base quant au marché d'échange et à la devise et au forex, il me paraissait intéressant aussi de vous montrer ce que dit un peu les modèles économiques quant à l'évaluation du taux de change. Et à ce titre, il y a deux modèles explicatifs de base. En réalité, il y en a encore bien d'autres. L'un des premiers modèles s'appelle, enfin celui qu'on présente le plus souvent dans les universités, est celui de la théorie de la PPA ou de la parité de pouvoir d'achat. Bien, dans ce modèle, le taux de change est fonction du prix ou de l'inflation de l'économie domestique et du prix ou de l'inflation de l'économie étrangère. Et en gros, ce modèle nous dit que si l'inflation de l'économie domestique augmente plus vite, par exemple, que l'inflation de l'économie étrangère, eh bien, la devise de l'économie domestique, bien évidemment, doit se déprécier vis-à-vis de la devise de l'économie étrangère. Alors, on a aussi un autre modèle d'évaluation du taux de change qui, quant à lui, est lié à la théorie de choix de portefeuille qui stipule que le taux de change varie en fonction du différentiel de rendement des actifs entre deux pays ou deux zones. Donc, le rendement est en réalité, par exemple, le taux d'intérêt de l'économie domestique que l'on compare au taux d'intérêt de l'économie étrangère. Si par exemple les taux d'intérêt de la zone dollar sont plus élevés que ceux de la zone euro, eh bien nécessairement les investisseurs internationaux seront plus motivés ou incités à détenir des actifs en dollars que des actifs en euros. Et donc le dollar s'appréciera vis-à-vis de l'euro. Alors le problème de ces modèles économiques d'évaluation du taux de change, c'est que le plus souvent, ils sont peu efficaces. C'est-à-dire que peu de modèles permettent d'anticiper ce que va être le taux de change. Et donc, vous pouvez lire ce qu'a écrit M. Greenspan lui-même, mais en gros, il n'est pas très positif sur la capacité des modèles économiques
à anticiper et à évaluer le bon taux de change. Alors il me paraissait intéressant à ce stade de vous montrer que les paires de devises évoluent parfois de manière coordonnée ou bien en ordre dispersé. Ce slide présente l'euro-dollar en fréquence 1 heure et le dollar franc suisse en fréquence 1 heure, les deux sur la même période de temps. Ces deux graphiques ont pour source AvaFX. Alors, que pouvons-nous observer sur ces deux graphiques? Eh bien, ces deux graphiques évoluent de manière symétriquement opposée et sont donc corrélés négativement. À une baisse de l'euro-dollar correspond une progression du dollar contre le franc suisse. À un creux de l'euro-dollar ou un retournement correspond un pic ou un sommet du dollar franc suisse. À une progression de l'euro-dollar correspond une baisse du dollar contre le franc suisse. Et à un affaiblissement de la tendance et un pic sur l'euro-dollar correspond un creux sur le dollar franc suisse. Alors en quoi cela est-il intéressant d'observer l'évolution coordonnée, symétrique de deux paires de devises? Eh bien ça sert à donner plus de robustesse à certaines stratégies. Imaginez par exemple que vous étiez long pour une raison stratégique quelconque d'euro-dollar par ici et que vous laissez courir la tendance et vous observez ici un affaiblissement de tendance. Eh bien cet affaiblissement de tendance est confirmé ici par ici le retournement du dollar contre le franc suisse et l'observation d'une ce qui s'appelle en termes d'analyse en chandelier d'une piercing pattern. Donc étant donné que l'on observe cet affaiblissement de tendance et même ce retournement sur le dollar franc suisse, eh bien on est conforté dans l'esprit ici qu'il faut sur l'euro-dollar quitter ou solder une partie de sa position longue. Donc voilà l'intérêt d'observer des paires de devises qui évoluent soit dans le même sens ou de manière symétriquement opposée. Alors nous allons à présent observer ce qu'est un mouvement dissymétrique non coordonné ou ce que signifient deux paires de devises qui sont non corrélées. Ce slide présente pour la partie haute le câble, à savoir la livre contre le dollar en fréquence 1 heure, et pour la partie basse, l'euro contre la livre, lui aussi en fréquence 1 heure. Le tout pour exactement la même période de temps. Ces deux graphiques ont pour source AvaFX. Alors, une manière d'observer si les mouvements sont symétriques ou non, eh bien, consiste à essayer de déterminer quand est-ce que les creux et les sommets ont été atteints. Et si ces creux et ces sommets ont été atteints à des moments similaires, alors les deux graphiques évoluent de manière symétrique. Tout dépend aussi de la direction, mais grossièrement, on va s'intéresser là aux creux et aux sommets. Donc, si ces creux et ces sommets sont atteints à des moments similaires, eh bien, les deux graphiques sont corrélés ou liés. Par opposition, si les creux et les sommets sont atteints à des moments différents, eh bien, les deux paires de devises évoluent de manière dissymétrique. Alors, qu'en est-il pour ce slide? Alors, on peut observer que la livre contre le dollar atteint un creux ici, au niveau de cette flèche, tandis que l'euro contre la livre atteint un creux à un moment plus éloigné dans la journée. On continue. L'euro contre la livre atteint un creux au niveau de cette seconde flèche, alors que la livre contre le dollar atteint un creux plus tard. L'euro contre la livre forme un sommet au niveau de cette flèche rouge, tandis que la livre contre le dollar forme un sommet beaucoup plus tard au niveau de cette flèche rouge. Ces deux graphiques forment des sommets et des creux à des moments tout à fait différents et sont donc complètement décorrélés. Et contrairement au cas précédent, au slide précédent, celui qui relatait un mouvement symétrique de deux graphiques, eh bien on ne peut pas utiliser ces deux graphiques de manière simultanée pour affiner sa stratégie. Alors je vais à présent conclure sur les différentes idées qu'il fallait retenir ou conserver concernant ce webinaire.
La première idée, c'est l'importance de s'imprégner de la valeur d'un PIP, qui permet en outre de calculer son risque et son gain en capital. Je vous rappelle qu'on ne gagne pas ou on ne perd pas des pips, mais on gagne et on perd des dollars. Et ce calcul est bien évidemment très important avant de se lancer sur l'achat ou la vente d'une paire de devises. Je vous ai suggéré que les modèles macroéconomiques ont beaucoup de mal à anticiper et évaluer le taux de change. En réalité, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la littérature économique elle-même qui le stipule, et je vous renvoie à la phrase d'Alan Greenspan que j'ai mentionnée un peu plus haut. Quoi qu'il en soit, l'analyse technique est, elle, plus que pertinente dans le domaine du trading, et notamment en ce qui concerne le trading sur le change. Alors, à retenir aussi que certaines paires de devises sont corrélées entre elles à certains moments, et c'est quelque chose que l'on va utiliser au cours des prochains webinaires pour donner plus de robustesse à nos plans de trading. Enfin, retenez à l'esprit que les éléments évoqués au cours de ces 2 premiers webinaires constituent un socle de connaissances dont il faut bien s'imprégner afin de continuer dans le domaine du trading sur le change et surtout afin de débuter dans de bonnes conditions. J'en ai fini pour ce second webinaire. Je vous remercie pour votre écoute et je remercie le sponsor AvaFX, courtier sur le Forex et les CFD. Je vous donne rendez-vous très vite pour un prochain webinaire, donc le 3e, sur trader-forex.fr.